Cette vidéo a été préparée à but de formation seulement, elle ne contient aucune information sensible. Turbo-machine, c'est l'ensemble des 4 moteurs à turbine de l'industrie aéronautique. Le premier moteur qui est apparu, c'est le turbo-réacteur ou le turbojet en anglais. Ensuite, nous retrouvons le turbopropulseur, en anglais le turboprop. Nous avons par la suite le turbo-soufflante, turbofan en anglais, et pour les hélicoptères, nous avons le turbomoteur ou le turbochauffe en anglais. Sur le schéma ci-joint, vous trouvez les parties importantes du moteur. Donc, nous avons le compresseur, la chambre à combustion, les turbines et la tuyère. Donc, l'entrée d'air est à gauche, la sortie d'air est à droite. Donc, les gaz de combustion sortent à droite. Pour expliquer le principe de fonctionnement du moteur à turbine, on va prendre l'analogie avec un ballon de fête. Donc, lorsqu'on gonfle un ballon de fête et on retire l'embout, mais la pression se répartit également sur les parois internes du ballon. C'est pour ça que le ballon gonfle. Et le ballon ne bouge pas dans l'air. Pourquoi? Parce que la pression est égale tout autour de la paroi. En position 2, nous voyons qu'on a lâché l'embout. Donc, la pression du côté droit est égale à 0 contre la paroi. Dans le fond, il n'y a plus de paroi du ballon, donc la pression à ce niveau-là est à 0. À son extrémité, du côté gauche, à l'opposé, mais la pression est plus forte. Le ballon va s'en aller du côté gauche, tout simplement. Il va suivre du côté de la pression. En 3, si je voulais trouver le moyen de me faire avancer, il faudrait à ce moment-là que je garde la pression constante dans le ballon. Donc, il faudrait que je mette autant d'air dans le ballon que la quantité d'air qui en sort. D'où l'idée de mettre une pompe. En numéro 4, nous avons mis 4 petits ventilateurs pour faire entrer l'air dans le ballon. Donc, cet air-là va maintenir la pression à l'intérieur du ballon. La vitesse de déplacement du ballon est influencée avec la vitesse de sortie du côté droit. Donc, en 5, nous avons augmenté la quantité d'énergie de l'air qui sort du ballon en inclinant du carburant et en le faisant brûler. Donc, la vitesse de l'air est beaucoup plus grande, la vitesse de sortie de l'air est beaucoup plus grande, ce qui fait qu'on va se déplacer plus rapidement. Et en 6, nous voyons le système au complet. Donc, pour faire tourner les ventilateurs du côté gauche, on a mis un autre ventilateur après la combustion des gaz dans l'air qui sort. Donc, ce ventilateur-là va prendre de l'énergie de la combustion pour faire tourner le ventilateur et ainsi faire entrer de l'air. C'est tout simplement le principe de la turbomachine. C'est le principe du turbojet. C'est pour ça que c'est le moteur le plus intuitif. On a tout simplement la possibilité de faire tourner un compresseur pour faire entrer l'air grâce à une turbine après la chambre de combustion. Donc, les lois de Newton, pour toute action, il existe une réaction égale et opposée, et la force est égale à la masse multipliée par son accélération, explique la raison pour laquelle le moteur avance. Donc, le compresseur est là pour maintenir la pression égale contre les parois internes du moteur. Et la combustion est là pour accélérer l'air afin de permettre une plus grande vitesse de déplacement du moteur. À la page précédente, on a vu que, dans le fond, le ballon se déplace, ou le moteur se déplace grâce au mouvement d'air à l'intérieur. On va utiliser le principe de Venturi. Donc, c'est Bernoulli qui nous dit que la pression totale du point 1 est égale à la pression totale du point 2 et la pression totale du point 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pression dynamique, qu'on dit normalement la vitesse de l'air de déplacement, est égale à plus la pression statique, la pression contre la paroi, du point 1 est égale à la pression statique et la pression dynamique au point 2.
Et la même chose pour le point 3. Donc, on va se servir à l'intérieur du moteur de ce principe-là pour augmenter soit la pression ou soit la vitesse. La question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on veut augmenter la vitesse et quand est-ce qu'on veut augmenter la pression. Si on prend le principe du ballon au départ, bien, tout ce qui est froid, donc avant la chambre à combustion, devrait augmenter la pression. Et tout ce qui est après la chambre à combustion devrait augmenter la vitesse. En particulier au niveau de la tuyère, donc lorsque les gaz d'échappement de combustion quittent le moteur, là on veut avoir beaucoup de vitesse pour que l'avion puisse avoir le maximum de vitesse. J'ai ajouté cette diapositive simplement pour votre compréhension, comment on peut calculer la pression ou la vitesse de déplacement d'air. Donc, peut-être que certains d'entre vous iront travailler pour un gros constructeur de moteurs qui utilisent souvent des tubes Pitot ou des tubes en U pour mesurer les pressions et les vitesses. Le tube en U est utilisé, donc on met tout simplement un liquide dans le fond du U, comme dans le bas de la page, donc c'est la prise de pression statique. Nous voyons une extrémité qui est au point 2 et une autre extrémité qui est au point 1. Donc si on met un liquide à l'intérieur du U, bien, le liquide va être attiré vers le point 2. Pourquoi? Parce que la pression statique diminue au point 2. Et on va appeler la différence entre les deux niveaux. Le niveau au niveau du point 1 et le niveau de liquide au niveau du point 2. Et cette différence-là va être en pouces. Donc on a des pressions, souvent vous avez entendu parler des pressions en pouces de mercure ou en pouces d'eau. La pression dynamique, on met tout simplement un tube dans le flot d'air qui va pousser soit une colonne d'eau ou soit une membrane pour faire une force, appliquer une force contre un ressort si c'est une membrane ou contre la colonne d'eau si on a une colonne d'eau. Et ça va nous indiquer une pression dynamique qu'on pourra convertir en vitesse. Nous allons voir les quatre types de machines, de turbomachines. Donc la première type, comme je le disais dans les pages précédentes, c'est le turboréacteur, en anglais le turbojet. Ça a été le premier moteur qui est apparu. Donc on a un compresseur, une chambre à combustion, une turbine, une tuyère. Et c'est la pression contre les parois de la tuyère qui vont faire avancer notre moteur et l'avion par conséquent. Le turboréacteur était correct pour l'armée. Les pilotes n'avaient pas peur. Par contre, pour remplir un avion de passagers, là, c'est autre chose. Les gens étaient habitués aux moteurs à piston avec des hélices. Donc, avoir un moteur sans hélice, c'était bizarre. C'était dangereux à leur penser. Donc, les compagnies de moteurs, les compagnies d'avions, pour pouvoir augmenter la capacité de nos avions et la vitesse de nos avions, ben, ont tout simplement rajouté une turbine à l'arrière de la turbine du compresseur et cette turbine-là entraîne notre hélice. Nous retrouvons ici la vue en courbe d'une des premières turbines, le moteur Dart de Rolls-Royce. Fait particulier, il y a 3 turbines qui font tourner les compresseurs et qui font tourner l'hélice ensemble. C'est pas l'idéal, c'est beaucoup mieux d'avoir une turbine pour chacun des compresseurs et une turbine dédiée pour l'hélice, ce qu'on appelle une free turbine. C'est apparu dans les années 60 avec le PT6 de Pratt & Whitney Canada. Donc, les turbomachines fonctionnent grâce à la loi de Newton. F est égal à ma. Donc, la force du moteur est égale à la masse d'air déplacée fois son accélération. C'est vrai tel quel avec le moteur à réaction. Avec le moteur à hélice, le turbopropulseur, dans le fond, le moteur va donner une puissance à l'hélice et l'hélice, elle, va avoir une force. Pourquoi? Parce qu'elle déplace une masse d'air et elle en l'accélérant. Le turbosoufflant, je vous disais qu'on avait raccourci les pales de l'hélice. Donc, vous voyez dans la figure de gauche, on voit la soufflante de face.
avec beaucoup de panne, mais il y a de l'air qui va rentrer à l'intérieur du moteur. On peut le voir du côté droit. Donc, il y a de l'air qui va rentrer à l'intérieur, qui est en jaune, et de l'air qui va contourner le moteur, qui va agir comme une hélice. Et j'ai fait un trait rouge pour signifier l'air qui contourne le moteur. On appelle ça le bypass. Le turbo-soufflante allie la force du moteur turboréacteur plus l'effet d'une hélice. Donc, on additionne la masse d'air qui contourne le moteur plus la masse d'air qui passe dans le moteur. Donc, on peut avoir beaucoup de force pour ces moteurs-là. Et c'est pour ça qu'ils sont efficaces à très haute altitude. J'ai choisi ce schéma-là pour illustrer le compresseur en jaune et en rouge la turbine qui fait tourner l'arme pour le rotor principal de l'hélicoptère. On peut s'apercevoir aussi que le compresseur qui est au centre entraîne la pompe à carburant et le contrôle de carburant un peu plus haut en jaune. Et vers l'arrière, on a la turbine en jaune. La turbine rouge complètement à gauche, elle entraîne l'arbre vers le rotor principal. Vous pouvez remarquer que l'arbre de la turbine qui entraîne le rotor principal passe à l'intérieur du compresseur. Normalement, la section froide sert à comprimer l'air et la section chaude sert à augmenter la vitesse des gaz qui se déplacent à l'intérieur du moteur. Donc on va voir, vous allez voir en théorie, c'est plus ou moins vrai dans le sens que certains endroits dans le compresseur où on veut augmenter la vitesse pour la faire aller dans un tube venturi pour faire augmenter la pression. Et la même chose pour le côté la section chaude, vous voyez le rétrécissement dans la chambre à combustion, bien, il y a un effet à rétrécir l'échappement, ça augmente la pression en avant du tube, dans le fond, dans le compresseur. Donc, Mathieu va vous expliquer ce phénomène-là à travers ses cours de théorie. Ce schéma-là de moteur est très intéressant parce qu'on peut dire qu'il y a 3 rotors dans ce moteur-là, mais seulement 2 corps. On va les regarder ensemble. Donc, on a un corps vert, un compresseur et une turbine en vert dans le milieu. On a en blanc un compresseur à gauche et la turbine à droite, en blanc, donc un autre corps. Et on a des turbines rouges qui sont reliées à l'arbre de l'hélice. Donc, 3 rotors, mais seulement 2 corps. On peut les appeler les corps comme le corps blanc, le compresseur blanc, on va l'appeler le corps NL. Le N pour vitesse de rotation, le L pour low pressure. Low pressure, pourquoi? Parce qu'il prend l'air de l'extérieur, donc l'air ambiant, et il le compresse à une certaine pression. Tandis que le vert, on va l'appeler le high pressure. Pourquoi? Parce qu'il prend de l'air déjà pressurisé et il la compresse encore plus. Donc, high pressure. Ces 3 rotors-là tournent à des vitesses différentes. En vert, le compresseur tourne aux alentours de 33 000 tours. En blanc, le compresseur tourne aux alentours de 28 000 tours. Et les turbines rouges vont tourner aux alentours de 22 000 tours, tandis que l'hélice, elle, va tourner à 2200 tours. À droite, nous avons un compresseur centrifuge. Donc, le compresseur centrifuge, vous pouvez remarquer sa surface frontale, ça fait un moteur de très gros diamètre qui n'est pas très aérodynamique. Il est utilisé, ce compresseur-là, principalement par l'aviation régionale et les avions d'affaires, donc des petits compresseurs, des petits moteurs. Tandis qu'à gauche, nous avons le compresseur axial qui, lui, est utilisé dans la grosse aviation. Pourquoi? Parce qu'on a un petit diamètre frontal, donc plus aérodynamique. Le compresseur axial est composé de rotor et de stator. Donc le rotor va être là pour augmenter la vitesse de l'air et le stator va être là pour augmenter la pression.
Donc, on a un jeu de vitesse et de pression à l'intérieur du moteur. Le rotor, c'est nos ailettes qui sont attachées au centre du moteur et on a des ailettes qui sont attachées à l'extérieur du moteur. Donc, en rouge, c'est les stators et en bleu, c'est les rotors.